faudrait savoir... Non, excusez-moi, je vous interromps. Abou Yared Marzouki, juste une question. Puisqu'on vient de l'évoquer avec Nadia El Fani, et c'est intéressant de vous entendre avoir une position la plus claire possible là-dessus. Est-ce que vous condamnez les violences qui ont marqué la projection du film de Nadia El Fani? Laissez-moi terminer et je vais vous dire ma position. D'abord, la Tunisie vivait deux phénomènes de fébrilité. L'un, celui de la révolution, et l'autre, celui de la préparation des élections. C'est une campagne électorale, pré-campagne électorale, et donc les gens cherchaient à se positionner. C'était un jeu plus ou moins politique, parce que dans ce film, il s'agissait de comparer la Nahda, plus ou moins insidieusement, à ce qui s'est passé en Iran, tout en oubliant que l'islam sunnite est totalement différent de l'islam chiite. Indépendamment de tout cela, la Nahda avait condamné d'une façon claire et nette l'usage de la violence, mais elle a en même temps parlé d'une violence symbolique à un peuple en révolution et en préparation pacifique d'une période électorale très difficile, sachant que la Tunisie était à côté d'un autre pays qui vivait une guerre civile. Il fallait tout faire pour éviter que le peuple tunisien ne devienne dans la même effervescence révolutionnaire qui pourrait conduire à une guerre civile. Et de toute façon, la justice est en train d'étudier ce problème et elle a découvert que c'était quelques extrémistes et non pas la Nahda qui avait réagi à ce film. La question centrale, vous le savez, pour beaucoup de ceux qui nous écoutent et pour nous Français, c'est quand même essentiellement la condition des femmes. Pouvez-vous nous garantir que les Tunisiennes ne perdront pas un seul de leurs droits acquis depuis l'indépendance, dans des domaines aussi variés que le divorce, la répudiation, la polygamie ou le port du voile? Et l'adoption. Non seulement je vais vous le promettre, mais je veux vous le démontrer. Le seul parti qui ait donné l'accès à l'Assemblée constituante d'une façon presque égale entre hommes et femmes, c'est le nôtre. Il y a 42 femmes qui représentent la Nahda sur 90, autrement dit, à peu près la moitié. Et ces femmes sont des institutrices, des professeurs, des médecins, des avocats et même des professeurs d'université. Et toutes ces femmes ne sont pas prêtes à renoncer à leurs droits. Il y a des femmes, mais est-ce qu'elles sont prêtes à garantir le droit des autres femmes tunisiennes, telles que nous venons de les évoquer? Bien sûr. Puisque vous avez parlé du cheikh, qui signifie le savant, le grand savant en sciences religieuses, en arabe, cheikh, ça signifie cela. Ce cheikh avait toujours affirmé que le code de statut personnel est considéré comme quelque chose que le mouvement Nahda adopte, défend et visa à améliorer dans le sens qui servirait les droits de la femme. Donc je vous repose la question là aussi très directement. Les Tunisiennes qui souhaiteraient s'habiller en mini-jupe, celles qui ne portent pas le voile, ou les laïcs qui ne respectent pas le ramadan, n'ont rien à craindre des Nahda. Absolument, puisque le cheikh, encore une fois, avait affirmé que cela ne relève pas des affaires de l'État. C'est une question qui relève des mœurs d'un peuple et ils n'ont rien à voir avec les responsabilités de l'État. Notre peuple maintenant a deux types de mœurs qui coexistent, qui vivent ensemble, et peut-être la nationalité de notre ami qui vient de parler, la double nationalité, le symbolise bien. Mais nous devons savoir que le seuil de tolérance des peuples diffère. Même en France, la campagne a un seuil de tolérance d'un certain nombre de comportements moindre que celui de Paris. Et de même, le seuil de tolérance relativement aux mœurs et à la moralité d'un peuple change. En Tunisie, nous ne pouvons pas demander aux Tunisiens de vivre à la parisienne. C'est très difficile, mais rien ne les empêche de vivre leur vie civile en Tunisie. Et donc, je crois que si nous reconnaissons... Non mais vous ne pouvez pas leur dire, si vous souhaitez vivre comme les femmes en France, il faut que vous vous cachiez en Tunisie. Mais pas du tout. D'accord. Pas du tout, puisqu'elles vivent comme les femmes en France et personne ne les dérange. D'accord. Mais elles n'ont pas le droit de dire nous imposons notre mode de vie ou notre mode
de vestimentaire aux autres femmes. Allez-y. Écoutez, là, c'est la liberté individuelle qui est remise en cause, clairement. Et c'est quand même dangereux. Je reviens à M. Ranouchi qui a fait une déclaration avant-hier encore en parlant de l'adoption. L'adoption est aujourd'hui dans le texte du Code du statut personnel. Elle est autorisée, l'adoption, c'est-à-dire donner son nom à un enfant adopté. M. Ranouchi, hier, avant-hier, a déclaré que sur l'adoption, lui, il reviendrait. Je rappelle qu'il est le leader du parti Enarda, hein, puisque tous ceux qui nous regardent nous savent. Pardon, oui, donc le monsieur Ranouchi, qui est le président du parti Enarda, lui a déclaré qu'il reviendrait sur l'adoption pour donner la kafala. La kafala, vous savez que c'est une manière de garantir, c'est une garantie. On donne aujourd'hui aux ouvriers émigrés dans le Qatar ou dans les pays du Golfe une garantie sur quand ils rentrent et qu'ils donnent leur passeport, ils ont un garant. Aujourd'hui, les parents qui adoptent un enfant, et ça existe en Tunisie depuis aujourd'hui 50 ans, depuis la création du Code du statut personnel, l'adoption est un fait. Il y a des parents qui adoptent des enfants, qui donnent leur nom aux enfants, et aujourd'hui, revenir sur cette décision est extrêmement grave. Et il l'a dit publiquement, je l'ai entendu avant-hier. Je peux vous demander une réaction sur la polygamie, on l'a poussé, il a dit maintenant la monogamie est rentrée dans les mœurs, on n'a plus besoin à la limite d'avoir une loi qui l'interdise. Mais je ne reviendrai pas sur la polygamie. Voilà où M. Ranouchi a été très clair, le président donc, du parti Ennahda. Donc moi ce que je voudrais, c'est que sur l'adoption, qui est quelque chose d'extrêmement important, parce que ces 50 ans de pratique de l'adoption vont être remis en question. Et il n'était pas nécessaire, comme pour tout à l'heure à propos du président du CNT, de dire on va revenir à la charia. C'est pas ce qu'il y a de plus urgent aujourd'hui et c'est dangereux, c'est quelque chose. En tant que présidente d'une organisation de défense des droits humains, ça, je le dénonce et je ne peux l'entendre. Abou Yarek Barzouki, une réaction rapide, s'il vous plaît. Oui, rapide. Il s'agit d'un problème de casuistique. Parce qu'il s'agit tout simplement de donner un autre qualificatif juridique. Il ne s'agit pas de la kafala au sens du golf. Il s'agit tout simplement d'accepter l'adoption sans lui donner d'effet juridique d'héritage des biens du père et pour éviter que l'enfant adopté ne perde ce droit, on le nomme kafala. C'est tout simplement un problème de casuistique. Il s'agit de rebaptiser ce droit pour ne pas contrecarrer le droit coranique. Mais le droit au sens positif du terme reste le même. Autrement dit, l'enfant sera adopté dans la famille, il aura la possibilité d'hériter, non pas en tant qu'adoptif, mais en tant que kéfir. Il n'aura pas de nom. Makfour. Il ne porte pas de nom. C'est bien la casuistique. N'est-ce pas? C'est un problème de casuistique qui ne change rien au statut des enfants adoptés. On va échapper au problème de casuistique. Vous voulez réagir et ensuite je souhaite interroger nos autres invités. Deux points sur ce qui se passe en Tunisie. Il y a d'abord la question de savoir est-ce qu'à un moment ou à un autre, Ennahda va imposer ou non. Et là, je rejoins ce qu'a dit M. Vitrine, à savoir que la dynamique islamiste aujourd'hui, après des décennies de dictature et de répression féroce, d'interdiction de quasiment tout, les Tunisiens vivaient dans une prison à ciel ouvert. Il faut le savoir, cela, bien. À partir de là, les islamistes partout, et pas uniquement en Tunisie, ils vont être libéraux, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils vont laisser faire. Et le simple fait de laisser faire, c'est-à-dire de ne pas interdire ce qui était interdit, va de fait amener les masses, parce qu'il y a 36% tout de même, va de fait amener le masse petit à petit à imposer un mode de vie différent de ce que nous connaissions auparavant. Et c'est là le seul danger que je vois aujourd'hui en Tunisie. La moralisation. La moralisation. C'est la moralisation. Parce qu'on nous dit que la vie va changer. La vie va changer. Moralisation. Juste un instant. La vie va changer pourquoi? Parce qu'on est dans une démocratie. C'est très important. Les leaders aujourd'hui que nous voyons, y compris le monsieur qui parle là, sont tous éclairés. La plupart d'entre eux ont passé 2 décennies dans les plus grandes démocraties du monde, soit en France, soit en Grande-Bretagne. Donc ils savent ce que c'est une démocratie. Ils tiennent le discours des démocrates globalement, des musulmans démocrates, si on peut le dire comme ça.
Ils ont donné toutes les garanties possibles et imaginables. Ils viennent de donner des garanties sur l'adoption. Ce n'est pas ma crainte. Ma crainte, elle n'est pas là. Ma crainte, elle est dans la base. Parce que la base, celle qui a parlé dans les mosquées, celle qui a fait des campagnes dans les mosquées aujourd'hui, ne tient pas à ce discours-là. Il ne s'attend pas à ce discours-là. Et elle voudra, à un moment ou à un autre, en tant que musulman, elle voudra à un moment ou à un autre qu'on lui dise pourquoi, je pose une question précise qu'elle l'a posée, pourquoi dans le Coran la polygamie est autorisée explicitement, pourquoi le gouvernement ne me laisse pas épouser une autre. Et à ce moment-là, tous les leaders que nous voyons aujourd'hui, qui sont tout à fait éclairés, tout à fait nous rassurent tous. Quoi, qui nous disent que nous avons envie d'entendre? Non, c'est pas qu'ils nous disent vraiment ce qu'ils pensent, mais la dynamique populiste, la dynamique populiste et la séparation entre des élites et la masse populaire va poser problème à un moment donné, c'est-à-dire que ces 36% vont petit à petit grossir du fait des ouvertures qui vont y avoir. Hubert Védrine, l'iranienne et prix Nobel de la paix Shein Ebadi, a mis en garde les Tunisiennes contre les islamistes et fait un parallèle avec ce qui s'est passé en Iran. On peut oublier l'Iran, vous nous avez dit tout à l'heure, cessons les comparaisons, mais est-ce que vous comprenez sa mise en garde? Non, je suis surtout embarrassé par la nature du débat ici. Parce que je suis très intéressé par le débat entre Tunisiens auquel nous assistons. Et naturellement, en tant que Français, je suis proche de vos thèses, madame. Bien sûr, ça me paraît naturel et je comprends votre colère par rapport au film, naturellement. Mais au nom de quoi on les interroge comme vous le faites? On représente quoi? Au nom de quoi? C'est pas un protectorat français, la Tunisie. Dans des affaires qui concernent des choses aussi sensibles que le divorce ou l'adoption, etc., les débats qui ont lieu dans un pays européen ne sont même pas contrôlés par une sorte de superstructure européenne après 50 ans d'intégration européenne. Et si un pays voisin en Europe se mêlait de ça, on lui dirait occupez-vous de vos affaires. Donc il se passera en Tunisie. Je crois qu'il y a un respect des droits de l'homme, oui, des droits humains, sûr, des droits humains en général. C'est en son nom qu'on parle ici autour de cette table, je Non, mais pense. c'est très intéressant intellectuellement, c'est intéressant politiquement, mais ce qui va se passer en Tunisie dans les mois et les années qui viennent, on ne sait pas très bien. On ne sait pas s'ils sont sincères ou tactiques. On ne sait pas si les élites pensent des choses vont être débordées par la base, etc. On peut craindre que, etc. Bon. On fait semblant de ne pas savoir. On ne donne pas de leçon quand on pose des questions, on s'interroge. Si, elles sont toutes orientées. Ça va dépendre de ce qui va se passer entre les Tunisiens et les Tunisiennes dans une sorte de rapport de force globale. La Tunisie n'est pas perdue au milieu de l'Asie centrale, la Tunisie est dans le Maghreb, très proche de la France. Moi, je suis plutôt confiant dans le fait que les scénarios les pires, les plus redoutables seront contrés par toutes sortes d'autres forces, mais évidemment, ça passera par des batailles, enfin, au sens La Tunisie, c'est particulier. La Tunisie, quand même, laissons les débrouiller entre eux. Ça ne nous regarde pas. La Tunisie n'est pas un pays avec lequel on a des liens. Et la situation des femmes tunisiennes ne vous préoccupe pas, j'y crois pas une seconde. Je ne vais pas jusque-là, mais je pense que globalement, nous gardons un ton qui est vraiment un ton de protectorat, qui est insupportable de paternalisme, qui n'a aucun effet, en plus. Bon, c'est pas la peine d'avoir applaudi à la démocratisation dans ces pays pour être épouvanté par les résultats. Bon, donc c'est pas la vous avouez que les deux sont liés. Si on a été ému par le printemps arabe, on doit s'étonner sur l'automne puis l'hiver qu'il devient. Il vaut mieux organiser une excellente émission comme celle que vous faites, entre Tunisiens qui représentent l'ensemble des tendances en Tunisie, d'autant que c'est très regardé, c'est écouté, ça peut avoir de l'impact, et des arguments modernes peuvent avoir de l'impact par rapport à ça. Mais on n'a pas, c'est peut-être un peu brutal, mais c'est pas à nous de trancher. On n'a pas à faire les non, mais l'interrogation, juges. M. Védrine, l'interrogation par rapport à ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Mais profiter de l'espace de débat, c'est bien. De dire aussi comment faire face à cette nouveauté. Oui. Aujourd'hui, mais nous sommes sommes adaptés à ces situations, il faut qu'on essaie de les accompagner intelligemment, mais il ne faut pas qu'on soit comme des éléphants dans la porcelaine par rapport à ça. La plupart des arguments bien intentionnés qu'on va mettre en avant vont se retourner contre ceux que nous voudrions aider. L'éléphant qui a